Le galactose forme une petite partie de l'apport en glucides. Donc, la majeure partie de l'apport et les besoins en glucides, c'est le glucose. Donc, confirmez-moi juste si on m'entend très bien. Allô, est-ce qu'on m'entend? OK. Donc, il est présent dans l'alimentation. C'est un élément important du lactose, des glycosaminoglycanes, des glycoprotéines et des glycolipides. Donc, le lactose, tout le monde sait ce que c'est. On va dire, il est apporté essentiellement par le lait et les produits lactés, pardon. Les glycosaminoglycanes, c'est des glucides, pardon. Donc, c'est des sucres complexes. On les a vus en deuxième année. Peut-être vous ne les avez pas vus. En fait, on a les glycosaminoglycanes et les glycoprotéines. Donc, il y a une différence entre les glycosaminoglycanes. Les deux contiennent du sucre et des amines ou des acides aminés ou bien des protéines. Sauf que la vraie différence, c'est les glycosaminoglycanes contiennent surtout une partie glucidique, c'est-à-dire c'est un enchaînement dose plus une partie peptidique ou bien un acide aminé. Ça, c'est les glycosaminoglycanes. Où est-ce qu'on les retrouve? On les retrouve ce qu'on appelle le tissu conjonctif, c'est-à-dire ce qui existe en dehors des cellules. Par exemple, on a l'acide hyaluronique, l'héparine, etc. Donc, c'est surtout des constituants extracellulaires. Le tissu conjonctif, c'est ce qui va remplir le vide laissé par les cellules. Parce que les organes ne sont pas faits de 100% de cellules. Hein. Quand il y a du vide, il y a des vaisseaux, etc. Et il y a ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Donc, c'est un tissu de soutien, tout simplement, dans les organes. Et bien sûr, on a les glycoprotéines, par exemple l'insuline, où on a une grosse partie protéique avec des petites parties glucidiques. Même chose pour les glycolipides. Les glycolipides, par exemple, les sphingolipides, etc. Donc, dans toutes ces macromolécules, donc ces grosses molécules, on retrouve beaucoup de galactose. Et on peut dire même que le galactose est beaucoup plus présent dans ces molécules que le glucose. Hein. Donc, l'intérêt du galactose, c'est de faire partie de la structure de ces grosses molécules. Donc, le galactose et le glucose se ressemblent fortement. On dit qu'ils sont épimères en C4. Donc, l'épimère, quand on parle de deux épimères, c'est la plus petite, on va dire, la plus petite différence possible entre deux molécules, entre deux isomères. Donc, je m'explique. Quand on dit le glucose et le galactose sont des isomères, ça veut dire qu'ils ont la même structure, c'est la même formule brute, mais une formule développée différente. Là, c'est la plus petite des différences, c'est ils sont épimères en C4. Ça veut dire que la seule différence entre les deux, c'est l'hydroxyle porté en 1, 2, 3, 4. Sur le carbone numéro 4. Pour le galactose, il est à gauche. Pour le glucose, il est à droite. Donc, il ressemble beaucoup au glucose, mais ce n'est absolument pas du glucose. Donc, les enzymes de la glycolyse étant spécifiques, donc ils ne reconnaissent que le glucose, ne peuvent pas reconnaître la configuration du galactose. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le prendre en charge. Ils ne peuvent pas le cataboliser, pardon. Les enzymes de la glycolyse. Hein. Une réaction d'épimérisation, donc de transformation du galactose en glucose, doit avoir lieu avant que le galactose ne rejoigne la voie glycolytique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le galactose peut rejoindre la voie glycolytique qui est pour la production d'énergie. Hein. La glycolyse, c'est pour produire de l'énergie. Il peut rejoindre cette voie, mais avant, il doit être transformé, entre guillemets, transformé en glucose. C'est ce qu'on va voir dans notre voie métabolique aujourd'hui. Et il y a des pathologies qu'on va identifier dans cette voie métabolique. Donc, le métabolisme du galactose, on l'a dit, là, pour son absorption, donc la source majeure du galactose est le lactose, parce que tout le monde prend du lait, contenu dans les produits lactés et le lait. L'hydrolyse du lactose est assurée par une bêta-galactosidase, encore appelée une lactase, qui est fixée sur la membrane externe des cellules muqueuses de l'intestin. Donc, en fait,
cette enzyme, elle tapisse l'intestin. Et donc, lorsque le lactose est apporté par l'alimentation, la bêta-galactosidase, elle va l'hydrolyser en galactose et en glucose qui seront ensuite absorbés par l'intestin, regagner le sang et aller partout où on en a besoin et surtout aller au niveau du foie. Donc, le lactose, il n'est pas absorbé tel quel, hein. Il doit être hydrolysé en galactose et en glucose. Donc, on a dit après donc l'hydrolyse et l'absorption, ils vont se retrouver dans le sang. On oublie le glucose maintenant. Donc, le galactose va se retrouver dans le sang. Il va être distribué un petit peu partout, là où on en a besoin. On en a besoin pour dans toutes ces molécules, hein, les glycosaminoglycanes, les glycoprotéines et les glycolipides. Il va surtout aller au niveau du foie. Donc, lorsqu'il est au niveau du foie, lorsqu'on n'en a pas besoin, on n'en a plus besoin pour la synthèse des GAG, des glycosaminoglycanes, des glycolipides, l'organisme peut l'utiliser pour produire de l'énergie. Donc, cette voie métabolique, c'est comment on transforme du galactose en glucose pour qu'il puisse être intégré à la glycolyse et donc produire de l'énergie. Donc, première chose à savoir que toute cette voie métabolique elle a lieu exclusivement au niveau du foie. Donc, d'où l'importance du foie. Il y a beaucoup de voies métaboliques qui n'ont lieu que dans le foie. Donc, la conversion du galactose en glucose est la seule façon de cataboliser du galactose. C'est un processus long qui se produit uniquement dans le foie. Donc, on dit uniquement dans le foie, ça nous donne une idée sur quel organe serait touché si on a un problème au niveau du métabolisme du galactose. Donc, on va la voir en détail maintenant, la voie. Donc, elle est très rapide, on va dire, elle est très courte. Première réaction, le galactose, donc qui provient de l'alimentation. Première réaction, il va être phosphorylé. Phosphorylé par quelle enzyme? La réaction est catalysée par une enzyme, la galactokinase. Son coenzyme, c'est ATP pour nous donner l'ADP. Donc, le phosphate pour le galactose 1-phosphate a été apporté par l'ATP. Le galactose 1-phosphate maintenant. Donc, le galactose 1-phosphate, le but, c'est de transformer en glucose 1-phosphate. Donc, mais il n'est pas transformé, c'est pas le galactose qu'on transforme en fait. Il va y avoir l'intervention d'une autre molécule, c'est l'UDP glucose, uridyl diphosphate glucose. Donc, on va dire qu'elle traîne dans le foie, hein. Elle est dans le foie. Donc, la réaction, c'est celle-là, galactose 1-phosphate plus UDP glucose. Il va y avoir un double transfert, donc un changement, on va dire un changement de partenaire. Donc, le phosphate, il va aller sur le glucose et l'UDP, il va aller sur le galactose. L'enzyme qui catalyse cette réaction, c'est l'uridyl transférase. Ça va nous donner glucose 1-phosphate et UDP galactose. Maintenant, l'UDP galactose peut être recyclé, transformé directement en UDP glucose par une autre enzyme qu'on appelle l'UDP exose 4' épimérase. Donc, la voie, on va dire, on est en train de suivre cette voie. Cette partie-là, c'est juste pour recycler, pour retransformer l'UDP galactose en UDP glucose. Donc, l'enzyme pour catalyser cette réaction, c'est l'UDP exose épimérase. Il va y avoir donc reformation d'UDP glucose qui va être réutilisé pour une autre réaction avec le galactose 1-phosphate apporté par l'alimentation. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, on va dire, c'est le cœur de la voie métabolique. Donc, on a cette voie qui est alimentée par cette réaction. Est-ce que c'est clair? Donc, ce qui suit, c'est très facile. Le glucose 1-phosphate n'est toujours pas apte à rejoindre la voie de la glycolyse. Il doit être transformé. Une transformation très simple et très rapide par la phosphoglucomutase qui va seulement prendre le phosphate du carbone 1 et le mettre sur le carbone 6 pour donner du glucose 6-phosphate. Et donc, c'est le début de la glycolyse. Donc, on est parti du galactose, on est arrivé au glucose 6-phosphate
qui est apte à donner de l'énergie, donc à joindre à la voie de la glycolyse. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enzymes, hein. On a la galactokinase, on a l'uridyltransférase et on a l'UDP exose 4' épimérase. Tout ça est nécessaire à la transformation, entre guillemets. Vous avez compris les guillemets. Pourquoi je suis en train de dire entre guillemets. Transformation du galactose en glucose. Donc, il faut retenir telle quelle la voie métabolique, retenir bien sûr le nom des enzymes parce que les pathologies vont être dues à des déficits enzymatiques de ces enzymes. Et bien sûr, retenir où se passe la voie métabolique, exclusivement dans le foie. Maintenant, les troubles. Donc, on va voir 3 déficits. Les déficits enzymatiques, en règle générale, les déficits enzymatiques, ce sont des maladies rares. D'accord? Mais je vous ai rajouté une autre pathologie pour ne pas confondre les déficits enzymatiques. C'est cette pathologie, l'intolérance au lactose, que tout le monde connaît. On connaît tous quelqu'un qui est intolérant au lactose. Donc, c'est absolument pas la même chose que les 3 premières, hein. C'est pour ça que je l'ai ajouté parce qu'elle est très fréquente. Mais on va voir où réside la différence entre l'intolérance au lactose classique que tout le monde connaît et les 3 déficits. Donc, premièrement, le déficit en galactokinase. Donc, qu'est-ce qu'un déficit en protéines ou un déficit enzymatique? Donc, quand on parle de déficit enzymatique, une enzyme, c'est une protéine. Et la protéine, elle trouve son origine, ou ça, au niveau de l'ADN. Elle est transcrite à partir de l'ADN, transcrite encore en ARN messager. L'ARN messager sera traduit en protéine. Donc, après plusieurs étapes, donc, on peut dire qu'une protéine, elle trouve son origine au niveau du matériel génétique de l'individu. Parfois, il y a des mutations qui se passent au niveau de l'ADN. Donc, les mutations, elles peuvent passer de génération en génération. Donc, elles arrivent, on va dire, aléatoirement chez une personne, jusqu'à un certain moment où ces mutations vont donner des protéines tronquées, anormales. Donc, lorsque l'enzyme sera traduite en une protéine tronquée, c'est-à-dire où il manque des séquences très importantes d'acides aminés, ça va donner un déficit enzymatique. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est ce qu'on appelle un déficit enzymatique. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, quand on dit déficit enzymatique, je répète, quand on dit déficit enzymatique, et on va l'entendre très souvent dans le programme de biochimie, quand on parle de déficit enzymatique, il faut tout de suite penser à qu'est-ce qu'une enzyme. Une enzyme est une protéine spécifique. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'enzymes qui ne sont pas des protéines. Là, il faut, par exemple, le glucose, il n'est pas produit par l'organisme via le matériel génétique. Les protéines, si. Donc, une protéine, elle est produite par le foie ou bien tout autre type de cellule parce qu'elle elle trouve son origine au niveau de l'ADN. C'est juste une transcription d'une séquence de l'ADN et sa traduction, c'est-à-dire c'est la synthèse des protéines. Donc, on parle souvent de déficit enzymatique. Pourquoi on a des déficits enzymatiques? Lorsque la séquence d'ADN, la séquence d'ADN, elle est anormale. Donc, quand on dit séquence d'ADN anormale, on appelle ça égale mutation. C'est une mutation. Donc, les mutations, elles surviennent au cours de la vie d'un individu, au niveau de son ADN. Elles surviennent tout le temps, en fait, hein. C'est juste que la cellule, elle a les moyens de les réparer. Mais parfois, elle ne peut plus les réparer. Donc, la mutation, elle reste. Ça y est. Et surtout, la mutation, on l'hérite on la donne à cette descendance. Donc, un déficit, une mutation au niveau de l'ADN, on peut la retrouver chez un nouveau-né, par exemple. Donc, avec le déficit, la mutation au niveau de l'ADN,
Si, parfois, elle est, on va dire, asymptomatique. Il ne se passe rien. La protéine, elle reste normale. Mais parfois, quand ça concerne des séquences très importantes de la protéine, ça peut donner une protéine tronquée, c'est-à-dire une protéine qui ne peut pas fonctionner normalement. Donc, lorsque cette protéine est une enzyme, l'enzyme ne peut pas fonctionner normalement. C'est ce qu'on appelle un déficit enzymatique. Je pense que c'est un peu plus clair. Donc, quand on dit déficit enzymatique, c'est à la base une mutation. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, puisque c'est un déficit enzymatique et il est dû à des mutations, etc., bien sûr, tous les déficits enzymatiques, ils sont rares, hein. Donc, l'affection est rare, mais la fréquence reste encore inconnue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'étude pour donner un chiffre sur sa fréquence. Donc, je vous ai dit qu'il va y avoir un déficit enzymatique. Le déficit enzymatique, je vous ai dit que c'est l'enzyme produite, elle va pas fonctionner normalement. D'accord? Donc, pour la physiopathologie, qu'est-ce qui va se passer? Incapacité de phosphorylation du galactose. Donc, l'enzyme, pardon, je crois qu'il y a une omission là. Oui, donc c'est le déficit en galactokinase. C'est dans le titre. Donc, l'enzyme en question, c'est bien sûr la galactokinase, hein. C'est la première enzyme. Donc, la physiopathologie, c'est qu'il va y avoir un défaut de transformation de galactose, donc de phosphorylation de galactose en galactose 1 phosphate. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une accumulation de galactose. De galactose, il va s'accumuler dans le foie. Il peut ressortir du foie. Le galactose peut être relargué dans la circulation générale, contrairement au galactose 1 phosphate, qui met le glucose. Et le glucose peut être relargué par le foie ou bien par le muscle dans la circulation générale, mais pas le glucose 1 phosphate ou bien le glucose 6 phosphate. Donc, il va y avoir accumulation de galactose et toute cette voie, elle ne va pas avoir lieu. C'est-à-dire, tout le galactose qui arrive ici va s'accumuler ici, dans le foie, et peut être relargué un petit peu partout. Il va aussi, surtout, ce qui donne la pathologie, il va s'accumuler aussi sous forme de galactitol, qui est une forme de galactose réduite, réduction par l'aldose réductase. Donc, le problème réside dans le galactitol, hein, l'accumulation de galactitol. Donc, là, c'est juste pour situer où se trouve le déficit. Il se trouve au tout début de la voie. C'est-à-dire, on va avoir un déficit, pardon, on va avoir un déficit dans tout ça et une accumulation de galactose et de sa forme réduite qui est le galactitol. Donc, pour la clinique, donc comment va s'exprimer cette accumulation de galactose et de galactitol. Donc, on a un seul signe clinique, on va dire constant, qui est spécifique de ce déficit, c'est la cataracte. Elle est due à quoi? Donc, c'est la seule manifestation constante de la maladie non traitée. Elle est la conséquence de l'accumulation de galactitol dans le cristallin, donc au niveau de l'œil. Comment ça se fait? C'est dû au pouvoir osmotique du galactitol. Donc, le pouvoir osmotique, c'est le fait d'attirer de l'eau grâce à son pouvoir osmotique dû aux fonctions hydroxyle. Quand on parle de sucre, c'est des polyhydroxylés, OH, OH, ils ont beaucoup de OH. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un appel d'eau, gonflement des fibres du cristallin, donc les protéines fibreuses du cristallin vont être dénaturées, et donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement la cataracte. Donc, si on regarde une cataracte, on voit que c'est gonflé, c'est blanc, et c'est comme si c'était rempli d'eau. Donc, tout ça, c'est dû au galactitol qui est allé au niveau du cristallin et a attiré beaucoup trop d'eau, beaucoup trop de molécules d'eau. Il n'y a pas d'atteinte hépatique, il n'y a pas d'atteinte rénale ou bien cérébrale. Donc, le seul signe clinique constant de cette pathologie, c'est, on a dit, la cataracte, qui est due en fait à l'accumulation de galactitol qui est issu du galactose. Donc, ça aussi, c'est très important. Il n'y a pas d'atteinte hépatique, il n'y a pas d'atteinte cérébrale.
Il n'y a pas d'atteinte, on va dire, on se concentre surtout sur hépatique. Pourquoi il n'y a pas d'atteinte hépatique? Parce que le galactose, c'est très important, retenez-le, le galactose, il peut sortir du foie. Le galactose 1-phosphate ne peut pas ressortir de la cellule hépatique. Donc, si on avait un déficit HNAIA, par exemple, avec accumulation de galactose 1-phosphate, le galactose 1-phosphate va s'accumuler dans le foie. Et donc, peut provoquer un dommage au niveau du foie. Est-ce que c'est clair pour la physiopathie et la clinique? Donc, si on résume, c'est un déficit en galactokinase, accumulation qui est la première réaction de la voie métabolique, accumulation de galactose et de galactitol. Le galactitol, il va aller au niveau du cristallin, provoquer une cataracte. Pourquoi? Parce qu'il va attirer beaucoup trop d'eau. Ça, c'est la physiopathie. Pour le reste, il n'y a pas d'autre anomalie. Pas d'atteinte hépatique, pas d'atteinte rénale, pas d'atteinte cérébrale. Maintenant, le diagnostic. Donc, le diagnostic pour ce genre de pathologie, c'est-à-dire un déficit enzymatique, c'est quasiment toujours, c'est toujours la même logique, on va dire. Donc, puisque c'est une pathologie qui va toucher les nouveau-nés, on fait ce qu'on appelle un dépistage néonatal. Mais quand est-ce qu'on fait un dépistage néonatal? On ne le fait pas systématiquement. On ne fait pas pour tous ceux, par exemple, on ne fait pas pour tous les bébés, tous les nouveau-nés. Non, on le fait comme pour toutes les maladies génétiques, lorsque on sait que l'un des parents a eu cette pathologie ou bien est porteur de ce déficit. Donc, on le fait lorsqu'on juge, on va dire, nécessaire de le faire. Par exemple, si un des parents a développé cette pathologie lorsqu'il était bébé, c'est-à-dire il a eu deux allèles, parce qu'elle elle est récessive, hein. Il a eu deux allèles pathologiques, donc son enfant, on va lui faire un dépistage néonatal de cette pathologie pour savoir s'il est porteur, tout simplement, ou bien s'il est atteint. Donc, ou bien chez tout enfant porteur d'une cataracte. Si on remarque une cataracte, on diagnostique une cataracte chez un enfant, ce qui est extrêmement rare, parce que la cataracte, ça touche surtout les adultes, à partir, on va dire, de 50 ans. Donc, là, ça peut être un déficit en galactokinase, donc on peut faire un dépistage. Comment on fait le dépistage? Par dosage de la galactosémie et de la galactosurie. Donc, on ne va pas vers les méthodes, etc., parce que c'est très rare de doser la galactosémie et la galactosurie. Mais comment on fait le dépistage? Par tout simplement, on dose la galactosémie et la galactosurie. Si le dépistage est positif, c'est-à-dire l'enfant va avoir une galactosémie élevée ou bien de la galactosurie, qu'est-ce qu'on fait? Le diagnostic définitif. Le diagnostic définitif, dans ce genre de pathologie de déficit enzymatique, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dosage de l'activité enzymatique. C'est logique. On est en train de chercher une pathologie qui est définie par un déficit enzymatique, c'est-à-dire que l'enzyme, elle est déficiente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le diagnostic définitif? On peut tout simplement faire une biopsie, par exemple hépatique, ou bien prendre tout autre type de tissu, le sang total, par exemple, les lisas donc on lise, on détruit les globules rouges pour libérer leur enzyme. Ou bien les fibroblastes. Les fibroblastes, c'est ce qui donne le tissu conjonctif. Et on va chercher, on va voir si l'enzyme, elle est active ou pas active. Donc, comment on fait à votre avis? Comment on fait pour... Là, vous allez écrire, un petit oui, non, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si une enzyme est active, une enzyme tissulaire est active ou pas, à votre avis? On a tout vu, hein. Chetna la voie métabolique, chetna l'enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je suis en train de vous demander, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si une enzyme est active ou elle n'est pas active? Tout simplement, comment on fait le diagnostic définitif pour les déficits enzymatiques, à votre avis? Donc, je vous ai donné le début. On prend un tissu, n'importe lequel, hein. C'est juste des tissus, on va dire.
Par exemple, on préfère les LISA de globules rouges à la biopsie hépatique parce que c'est beaucoup moins invasif. La biopsie hépatique, si on la fait sur ponction, c'est une grosse aiguille. On va aller au niveau du foie et on va prélever du tissu hépatique. Et on va analyser ce tissu hépatique. On va voir si l'enzyme elle est active ou elle est inactive. À votre avis, pour savoir si une enzyme est active ou inactive, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est un indice, hein. Alors, accumulation de galactose, on l'a vu dans le dépistage. Ah, vous voulez dire accumulation de galactose, où ça? Au niveau du foie, en dose de galactose au niveau du foie. Mais on l'a vu au niveau du, on l'a vu le dépistage, hein. Donc, c'est pas une question de galactose. Mais vous y étiez presque. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous ai demandé de réfléchir parce qu'on va le revoir. Pour tous les déficits enzymatiques, c'est toujours la même logique de diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de voir si cette enzyme, elle est déficiente ou pas. Une enzyme, pour savoir si elle est déficiente ou bien ou pas, on dose son activité catalytique. On mesure son activité catalytique. Comment on mesure l'activité catalytique d'une enzyme? On lui donne du galactose et on dose, par exemple, pour la galactokinase, on va lui donner son substrat et on dose son produit. C'est-à-dire, quand on veut chercher, si on veut savoir si une enzyme est déficiente ou pas, on fait une biopsie parce qu'on est en train de parler d'enzymes tissulaires qui n'existent pas dans le sang, mais dans les tissus. Par exemple, dans le foie, on fait une biopsie du foie, on lui donne son galactose, son substrat, et on dose son produit. S'il y a zéro produit, c'est-à-dire s'il n'y a pas de production de galactose 1-phosphate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enzyme elle est déficiente. S'il y a production normale de galactose 1-phosphate, ça veut dire que ce n'est pas un déficit enzymatique. Est-ce que c'est clair? Et on fait ça lorsqu'on parle d'un déficit enzymatique, on fait toujours ça. On fait une biopsie, l'enzyme en question, on lui donne son produit parce qu'on est censé connaître sa biochimie, c'est-à-dire connaître son substrat, connaître ses co-substrats et tout et tout. Donc, connaître ses conditions, etc. Donc, on lui donne son substrat. Si elle le transforme, et comment on sait si elle le transforme? Tout simplement en dose de galactose 1-phosphate. Si elle le transforme, ça veut dire qu'elle est active. S'il n'y a pas de production du produit, c'est-à-dire galactose 1-phosphate, ça veut dire que l'enzyme elle est déficiente dans le tissu. Est-ce que c'est clair? Donc, essayez de prendre quelques notes, hein, parce que donc ce que je vais dire maintenant, essayez de le prendre en note. Parce que ce qu'on va voir cette année, à un certain moment, on va parler des enzymes plasmatiques. Ça ne fait pas partie du cours, mais ça va vous servir pour la suite, hein. Cette année, dans le programme, on va voir, dans le programme de biochimie clinique, on va voir ce qu'on appelle les enzymes plasmatiques, qui sont aussi des paramètres. Par exemple, les transaminases, ce sont des enzymes. Les transaminases, ce sont des enzymes. Les phosphatases alcalines, c'est des enzymes. Les gamma-GT, c'est des enzymes. Tout ça, on va les voir. D'accord? Ces paramètres, on les appelle activité enzymatique. Activité enzymatique.
Pourquoi on les appelle activités enzymatiques? Point. Et là, vous prenez des notes parce que on les dose dans le plasma. Lorsqu'on dose l'activité d'une enzyme tissulaire sur un tissu, on parle d'activité enzymatique spécifique. Donc, lorsque vous lisez activité enzymatique dans un ouvrage de biochimie, ça veut dire on est en train de la doser dans du plasma, dans du sérum, dans le sang. C'est classique, on va dire. Quand on dit activité enzymatique, on veut toujours dire plasma. Lorsque vous voyez activité enzymatique spécifique, ça veut dire qu'on est en train de la doser sur un tissu, sur une biopsie par exemple. Donc dans notre cas, Naya, il serait plus juste de dire activité enzymatique spécifique de la galactokinase. Donc ici, elle va être effondrée, tout simplement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un déficit enzymatique. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, quand on dit déficit enzymatique, ça ne veut pas dire que l'enzyme, elle n'existe pas. Quand on dit déficit enzymatique, je vous ai dit que l'enzyme, elle est produite, mais elle est produite d'une façon tronquée, d'une façon anormale. Le fait qu'elle soit produite de façon tronquée et anormale, ça va se répercuter sur son activité. Donc, le déficit enzymatique, il peut être partiel si elle reste un peu active. Parfois, elle est un petit peu active. Et on appelle ça un déficit partiel. Donc ça, c'est un déficit partiel. Si l'enzyme, elle ne peut plus être active, c'est-à-dire on ne peut plus catalyser la réaction, on parle d'un déficit, donc 0%, on parle d'un déficit complet. Donc, on a deux types de déficit. Un déficit partiel et un déficit complet. Donc, en fait, le déficit, c'est pas par rapport à la quantité. Ça veut dire c'est pas on n'a pas assez de galactokinase. Non. La protéine, elle est produite. Sauf que son activité, c'est en fait un déficit qualitatif. C'est-à-dire, elle ne fonctionne pas correctement. À quel degré? Ça peut être partiel, comme ça peut être complet. Donc, lorsqu'on dit un déficit enzymatique, partiel, vous trouvez partiel et déficit enzymatique complet, c'est pas que dans le premier cas, on a un peu d'enzyme, dans le deuxième cas, on n'a pas d'enzyme. Non, c'est par rapport à son activité. Donc, partiel, ça veut dire elle est partiellement active et complet, ça veut dire elle est complètement inactive. Il n'y a pas de questions? Donc, notez-les parce qu'on va les retrouver, on va voir ça dans les cours qui viennent, hein. Les types de déficit, l'activité enzymatique spécifique, etc. Donc, ça c'était la clinique. Donc, on était au niveau du diagnostic. Donc, le diagnostic définitif, on va aller voir si l'enzyme est déficiente ou pas. Et le diagnostic définitif, on peut dire si on va, par exemple, normalement, elle produit, c'est là où on va voir si elle est complètement déficiente ou bien si elle est partiellement déficiente. On va aller la doser, en fait. On va aller doser son activité, pardon. Donc, où est-ce qu'on peut la doser? On l'a dit, dans les globules rouges, par exemple, au niveau du hépatique ou bien au niveau du tissu conjonctif aussi. Donc, le traitement, il n'y a pas vraiment de traitement, hein, parce que quand on dit déficit enzymatique, qui est dû à quoi? À des mutations au niveau de l'ADN. Donc, on est en train de dire euh, un traitement révolutionnaire serait d'avoir soit une enzyme de substitution, donc un traitement substitutif, où on va prendre cette enzyme par une autre voie que l'ADN, ou bien on va aller corriger directement l'ADN. Là, ça n'existe toujours pas, hein. Donc, pour les déficits enzymatiques, il n'y a pas de traitement miraculeux. On ne guérit pas vraiment de la maladie.
Donc, on fait un traitement évictif. Donc, on évite certains aliments, par exemple. Donc, on prend du lait sans lactose. Là, il faut éviter le lactose, bien sûr. Et on prend des sources mineures de galactose. Donc, on évite le lactose et le galactose. Par exemple, pour les sources mineures, on a les légumes verts, les excipients certains excipients de médicaments peuvent probablement être tolérés. Donc, on a le traitement, pour résumer, on évite le lactose et le galactose tant que possible. Il n'y a pas de traitement, on va dire, curatif. Donc ça, c'était le déficit en galactokinase. Si on doit résumer, c'est très simple. Donc c'est la première réaction. Il va y avoir accumulation de galactose et de galactitol. Le galactitol qui va provoquer une cataracte. Le traitement consiste en quoi? On évite, bien sûr, le galactose et le lactose. Deuxième déficit, c'est le déficit en, c'est le déficit en galactose 1-phosphate uridyl transférase. Donc ici, en uridyl transférase. Donc, je vous laisse le soin de voir qu'est-ce qui va s'accumuler. Il va s'accumuler tout ce qui vient avant le galactose 1-phosphate et le galactose. Donc, elle est de deux formes, pardon. Il y a la forme sévère, ce qu'on appelle la galactosémie classique. Et pourquoi certaines pathologies, on les appelle classiques? C'est parce que c'est les premières qui ont été décrites. Quand vous voyez la galactosémie classique, ça veut dire que c'est la première galactosémie qui a été identifiée et étudiée. Donc, il y a d'autres galactosémies qui ont été, celles qu'on est en train de voir, hein. Pourquoi on évite le lactose? Parce que le lactose, c'est la source majeure de galactose. Le lactose, quand on boit du lait, le lactose, ça va donner du galactose et du glucose, tout simplement. C'est la source numéro 1 de galactose dans l'alimentation. Le lactose est un disaccharide. Il est fait de glucose et de galactose. Donc, le déficit en galactose 1-phosphate uridyl transférase. Il y a deux formes. Je vous ai dit qu'il y a deux formes. Il y a la forme sévère et la forme partielle. Donc, la forme sévère, c'est ce qu'on appelle la galactosémie classique. Donc, je vous explique pourquoi on l'appelle la galactosémie classique. Parce que c'est la première galactosémie qui a été identifiée et étudiée et décrite. C'est la forme sévère de la galactosémie. Donc, c'est un déficit enzymatique complet ou quasi complet du galactose 1-phosphate uridyl transférase. Elle est potentiellement fatale. Donc, je vous ai expliqué juste avant qu'est-ce qu'un déficit complet. Ça veut dire que l'enzyme, elle existe, mais elle est complètement inactive. On a la deuxième forme, qui est le déficit partiel. Elle est plus souvent, elle est bénigne et plus, on va dire, plus fréquente. Donc, on a deux types. Là, c'est le type de déficit. On a le déficit complet, ça nous donne la forme sévère, appelée aussi la galactosémie classique, et le déficit partiel, qui est bénin, voire même quasiment asymptomatique. Donc, on va commencer par les généralités. Donc, transmission autosomique récessive. Les variantes avec un déficit partiel sont beaucoup plus fréquentes que la forme classique. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus fréquente que le déficit complet. On va voir maintenant la forme sévère. C'est la plus sévère des galactosémies. Donc, la physiopathologie, on l'a dit, c'est le déficit complet en galactose 1-phosphate uridyl transférase. Donc, le galactose est phosphorylé en galactose 1-phosphate, mais ce dernier n'est pas métabolisé. Donc, tout ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Accumulation de galactose 1-phosphate, de galactose et de galactitol. Donc, le déficit est là. Il va y avoir accumulation de galactose 1-phosphate qui est dangereux pour le foie. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas sortir du foie. Pourquoi? Parce qu'il est phosphorylé. Accumulation de galactose et le galactose va être réduit de galactitol. Donc, il peut être dangereux aussi pour le cristal et donner une cataracte. Et bien sûr, on va avoir un déficit de tout ce qui vient après. Donc, cliniquement, comment ça va se manifester? Donc, ça, c'est toujours, on parle de pathologies qui apparaissent dès le jeune âge, hein, dès la jeune enfance, hein. Donc, le poids de naissance, il est normal.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu d'accumulation ingestion de lait assez suffisante et donc accumulation de galactose, un phosphate et de galactitol. Il va y avoir une perte de poids dès l'introduction du lait. Donc, dès que l'enfant commence à prendre du lait, c'est là où les problèmes vont commencer. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer comme signe? Donc, le bébé, il va refuser de s'alimenter. Donc, il va le faire parce que ça va lui faire mal au foie, tout simplement. Donc, il va instinctivement refuser de s'alimenter. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Il va vomir, il va y avoir un ictère, il va être très fatigué, donc une léthargie. Il va y avoir un grossissement du foie, une hépatomégalie. Il va y avoir un œdème avec une acide. Donc, quand on dit signe clinique, oui, donc quand on dit signe clinique, quand on parle de clinique, hein, il faut toujours avoir à l'idée que là, quand on dit clinique, ça ne veut pas dire on va voir tous les signes cliniques en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tous les signes cliniques en même temps. D'accord? Il y a des signes cliniques, on va dire, plus fréquents que d'autres, et on a bien sûr qui sont plus graves que d'autres. Attendez, je finis juste ici et je réponds à vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de... On est en train de parler de quel organe, d'ailleurs? Ictère, hépatomégalie, œdème et acide. À votre avis, c'est quel foie? Pardon. Donc, bien sûr, l'organe en question, c'est bien sûr le foie. Donc, mais pourquoi? Donc, l'hépatomégalie, c'est un grossissement du foie. Ça se voit à l'échographie, ça se voit même à l'auscultation. Donc, même le médecin, il peut, juste au toucher, il peut détecter une hépatomégalie. L'ictère, c'est dû à l'atteinte du foie. Donc, il va y avoir un défaut de conjugaison donc de la bilirubine. L'œdème et acide, c'est dû à une insuffisance hépatique. Quand on a un œdème et une acide, c'est la même physiopathe, ça veut dire que le foie ne synthétise plus assez de protéines. Parce on est en cas d'insuffisance hépatique. Ce qui est très très grave. Hein. Donc, pour que le foie provoque un œdème ou bien une acide, ça veut dire qu'il ne synthétise pas assez de protéines. Donc, les protéines, ils sont responsables de l'activité oncotique, celle qui va retenir l'eau dans dans la circulation, dans le secteur vasculaire. S'il n'y a pas assez de protéines, l'eau, elle va fuir dans les secteurs interstitiels, c'est-à-dire entre le secteur vasculaire et le secteur intracellulaire. Et donc, ça va provoquer des œdèmes et une acide, un grossissement du ventre. C'est ça l'acide. Donc, ça témoigne d'une insuffisance hépatique. L'insuffisance hépatique, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de synthèse de protéines. Là, le foie est en train de dysfonctionner, en fait. Vous voyez, ce qui est très grave. Hein. Pourquoi il est en train de dysfonctionner? C'est pas à cause du galactose, c'est pas à cause du galactitol, c'est à cause du galactose, un phosphate qui va s'accumuler. Le plus dangereux ici, c'est pas le galactose et le galactitol qui peuvent provoquer une cataracte. Le plus dangereux, c'est le galactose 1-phosphate dans cette pathologie. Il va y avoir trop de galactose 1-phosphate. Pourquoi c'est dangereux? Parce que le galactose 1-phosphate, il va s'accumuler dans l'hépatocyte. Il ne peut absolument pas ressortir de l'hépatocyte comme le galactose. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on est en train de dire, dès l'introduction du lait, il va y avoir, si ce n'est pas traité, si il y a donc si on s'aperçoit pas très vite qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire il faut éviter le lait, on peut arriver jusqu'à l'insuffisance hépatique. Et donc un état assez grave pour le bébé. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est une insuffisance hépatique. Est-ce que c'est clair, oui ou non?
pourquoi l'insuffisance hépatique? C'est à cause du galactose 1-phosphate. Il y a aussi, bien sûr, une cataracte à cause du galactose et du galactitol. Et le décès peut survenir en quelques jours par insuffisance hépatique rénale. Donc, quand on dit insuffisance hépatique, l'insuffisance hépatique, elle se traduit toujours par une atteinte multiviscérale, hein, parce qu'elle produit tout ce qui est nécessaire au fonctionnement d'autres organes. Ça peut être une insuffisance hépatique, le plus souvent c'est une insuffisance hépatique rénale, comme ça peut être un collapsus cardiaque, comme ça peut être toute autre chose, hein. L'insuffisance hépatique grave, c'est le coma directement. Et la mort peut survenir en quelques jours. Donc pour les questions, on commence par celle-ci. Donc, non, on parle d'un déficit en uridine-transférase. La galactokinase, elle fonctionne normalement. Mais il faut vraiment être malchanceux pour avoir un déficit en galactokinase associé à un déficit en uridine-transférase. Je pense qu'aucun cas n'a été décrit qui marque, hein. Le déficit en galactokinase, si vous avez remarqué, donc, c'est beaucoup moins grave que le déficit en uridine-transférase. Parce que le danger, c'est ça. C'est le galactose 1-phosphate. Est-ce qu'il n'y a pas une accumulation d'UDP glucose? Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas d'accumulation UDP glucose. Parce que l'UDP glucose, c'est juste un recyclage de l'UDP galactose. L'UDP glucose n'est apporté que par l'UDP galactose. L'UDP galactose, dans ce cas, il va être déficient. L'UDP galactose, il ne va pas y avoir de production d'UDP galactose. Donc, il ne va pas y avoir de surcharge d'UDP glucose. Parce que l'UDP glucose, il provient de l'UDP galactose. Par contre, il va y avoir une surcharge, une accumulation de galactose 1-phosphate, parce que le galactose 1-phosphate, il provient de l'alimentation. Donc, plus on donne de lait, plus le galactose 1-phosphate va s'accumuler. Donc, le vrai problème, on va dire, c'est pas le seul problème, hein, plus le galactitol, mais le vrai problème dans ce cas, c'est l'accumulation et le piégeage du galactose 1-phosphate dans l'hépatocyte. Ça ne représente aucun problème. Il ne va pas y avoir accumulation d'UDP glucose. Alors, le poids est touché, c'est tout simple, parce que le foie est touché. Quand on parle de pathologie chez les bébés, le bébé, on fait toujours un suivi pondéral du nouveau-né. C'est très important. C'est un détecteur de problèmes, on va dire. Parce que normalement, tous les bébés, même s'ils vont devenir des adultes petits, maigres, gros, normalement, tous ceux qui naissent ont le même poids, à exception faite on a des marges en fait. Donc, si on remarque une, euh, pas une perte de poids, une courbe de poids trop petite, ou bien on va dire trop lente, ça peut nous dire qu'il y a un problème au niveau chez l'enfant, tout simplement. C'est pour ça, quand on parle de maladies qui touchent les bébés, on parle dès le début de poids. Je vous ai dit, le poids de naissance, il est normal. Donc, lorsqu'il naît, l'enfant, il est tout à fait normal. Il n'y a aucun signe. Il va y avoir une perte de poids qui est due à quoi? Il est dû au refus de s'alimenter et à l'insuffisance hépatique, hein. Mais on parle souvent de poids chez les nouveau-nés. La perte de poids dès l'introduction du lait. Dès qu'il commence à boire beaucoup de lait, il va y avoir une perte de poids et ça peut s'aggraver vers l'insuffisance hépatique totale et donc la mort en quelques jours. Ok, donc ça c'était la forme, on est dans la forme grave. La forme sévère, je rappelle, c'est un déficit complet. C'est-à-dire, il n'y a rien qui passe. Tout va s'accumuler ici. Donc, pour le diagnostic, c'est exactement la même chose que pour ce qu'on a vu, ce qu'on va voir de toute façon dans toute pathologie qui est due à un déficit enzymatique. Tellement elle est grave, cette pathologie, qu'on peut faire
En Algérie, ça ne se fait pas. On peut le faire, un diagnostic anténatal, c'est-à-dire un diagnostic avant même l'accouchement. Un diagnostic anténatal. Pourquoi il est préconisé dans ce cas? Parce que c'est une pathologie qui est grave. Donc, si la maman ou le père donc, ont souffert de cette pathologie, ou bien ils ont été identifiés comme étant des porteurs sains, le diagnostic anténatal, il devient obligatoire pour eux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays qui se respectent, il y a un dossier médical. Donc, dans le dossier médical, il y a ce qu'on appelle le dossier génétique. Dans le dossier génétique, on identifie les patients s'ils sont porteurs sains ou bien atteints de certaines maladies génétiques, bien sûr. D'où c'est des maladies génétiques. Donc, s'ils sont positifs à une maladie grave, génétique grave, on est obligé de faire un diagnostic anténatal. Si le diagnostic anténatal, c'est-à-dire on recherche du galactitol dans le liquide amniotique, donc avant même la naissance, hein, voire même on fait un diagnostic moléculaire. On va aller sur l'ADN de l'enfant et voir s'il y a un déficit complet en cette enzyme. Si c'est positif, qu'est-ce qu'on fait? On pose la question au couple s'ils veulent faire une interruption de grossesse. Donc une interruption thérapeutique. Hein. Donc c'est pour ça on fait les diagnostics anténatales. C'est pour, si c'est positif, pour quelque chose de très grave, est-ce qu'on veut aller à terme de la grossesse ou bien on veut arrêter la grossesse. Donc on fait aussi un dépistage néonatal, donc juste après la naissance. Dépistage, hein, recherche de galactitol et on mesure l'activité de l'enzyme, donc comme on a vu dans la pathologie précédente. Et pour clore, on va dire, le meilleur diagnostic, c'est bien sûr le diagnostic moléculaire. Qu'est-ce que le diagnostic moléculaire? On va aller voir au niveau de l'ADN s'il y a un déficit enzymatique ou pas. Donc, on parle pas, s'il y a un déficit enzymatique, ça veut dire on va voir des mutations au niveau de la séquence de l'ADN qui code pour notre enzyme. Pardon. Est-ce que vous avez des questions? Donc, la dernière question, j'y ai répondu. Hein, comme il n'y a pas de... On est en train de parler de déficit ici. Ici et ici. Et avoir deux déficits dans la même voie métabolique, deux déficits enzymatiques, je crois que c'est extrêmement, extrêmement rare. On est déjà en train de parler de pathologies qui sont rares. Hein. Est-ce que vous avez une question pour la forme sévère? Donc, bien sûr, en cas de soupçon, récapituler. Ah, c'est fatigant. Donc, ça, c'est la forme, le déficit. Le déficit en galactose 1-phosphate uridyltransférase, il y en a deux types. La forme sévère et la forme partielle. Puis on s'est concentré sur la forme sévère. La forme sévère, c'est quoi? C'est un déficit complet en uridyltransférase. Ce qui va faire qu'il va y avoir accumulation de galactose 1-phosphate, de galactose et de galactitol. Le galactose et le galactitol vont provoquer une cataracte. Ce n'est pas très très grave, ça se traite. Le galactose 1-phosphate ne peut pas ressortir du foie. Donc, il va provoquer une atteinte hépatique. Avec l'atteinte hépatique, plus le bébé, donc on ne sait pas qu'il est atteint, plus le bébé va prendre une alimentation lactée, va boire de lait, plus ça va devenir grave. L'atteinte hépatique, elle va augmenter. Donc ça, c'est les signes cliniques. On peut les résumer par insuffisance
hépatique. Ça provoque une insuffisance hépatique. Ça peut même tuer par insuffisance hépatique. Qu'est-ce qu'on a aussi? Pour le diagnostic, je vous ai dit que ce schéma diagnostique, il est valable pour toutes les pathologies, pour tous les déficits enzymatiques. C'est la même chose. On a juste ajouté ceci, le diagnostic anténatal. Pourquoi anténatal? C'est-à-dire avant l'accouchement. Avant l'accouchement, on va aller voir si le bébé est atteint ou pas atteint. Pourquoi on le fait? Parce que c'est dû à la gravité de la pathologie, parce que la pathologie, elle est grave. Donc, on va aller dans le liquide amniotique, voir, faire un dépistage, rechercher du galactitol, voire même faire un diagnostic moléculaire. Voire même faire un diagnostic moléculaire. Ça, c'est le diagnostic anténatal. S'il est positif, là, le médecin doit poser la question au couple et leur poser cette question, est-ce qu'on garde le bébé ou bien on interrompt la grossesse? Non, parce que la maladie, elle est très grave. Et c'est quelque chose qui va jamais être curable. Ben là, quand on découvrira comment corriger l'ADN, ça peut devenir curable. Donc, on ne peut pas traiter cette maladie, on peut juste diminuer ses symptômes. On a parlé du dépistage néonatal, qui est le cas de la pathologie précédente. Donc, c'est juste un dépistage à la naissance. Sinon, pour confirmer le diagnostic, on fait un diagnostic moléculaire. Donc, j'ai pas envie de vous détailler comment on fait le diagnostic moléculaire, hein. On va aller voir si on a vous l'avez déjà vu dans beaucoup de pathologies, en hémobio, etc. Ah, vous n'avez pas encore fait de... Donc, le diagnostic moléculaire, c'est on va aller diagnostiquer l'ADN. On va voir s'il y a un déficit au niveau des séquences de la protéine, donc de l'enzyme, ou pas. Et bien sûr, on va dire le traitement le plus important, c'est un traitement évectif, pardon. On évite le lait. Quand on soupçonne un problème au niveau du galactose, on évite le lait, le lactose. Donc, le traitement, c'est l'arrêt d'alimentation lactée à temps permet d'éviter les symptômes. L'alimentation du patient doit être suivie par un diététicien durant toute sa vie. Donc, le but, c'est pas de galactose, pas de lactose, ou bien le minimum possible. Donc, ça, c'était la forme sévère. Pourquoi les sévères? Parce que le déficit, il est complet, ou bien quasi complet. On exprime ça en pourcentage, hein. Pour les déficits enzymatiques, on exprime ça en pourcentage. On a aussi la forme bénigne. Donc, la physiopathologie, c'est quoi? C'est un déficit partiel en galactose 1-phosphate. C'est-à-dire que l'enzyme, elle existe et elle est partiellement active. Elle n'est pas 100% active. Et ça, c'est bénin. Ça, c'est la forme bénigne de la pathologie. Donc, elle est plus fréquente que la galactosémie classique et en général asymptomatique avec un risque de cataracte tardive. Donc, s'il développe une cataracte, il ne va pas la développer dès les premières années de vie ou bien dès les premières semaines de vie. Il va la développer peut-être vers l'adolescence, voire même quand il est adulte, s'il ne prend pas beaucoup de lactose. Donc, pour le diagnostic, galactose 1-phosphate, galactose légèrement élevée. Donc, là, c'est légèrement élevé par rapport à la forme sévère, hein. Et diagnostic moléculaire pour confirmer le diagnostic. Je vous ai dit que la différence entre euh, le déficit partiel et le déficit complet, c'est le type de mutation. Certaines mutations font que l'enzyme fonctionne pas du tout. Certaines mutations font que l'enzyme fonctionne, on va dire, à un taux de 50%, fonctionne partiellement. C'est ce qui nous donne un déficit partiel et un déficit complet. Et là, il faut instaurer bien sûr une surveillance durant toute la vie. Donc, surveillance du taux de galactose sanguin et urinaire et des examens ophtalmologiques pour dépister le début d'une cataracte. Le traitement, donc des mesures diététiques. Comme tu oublier les traitements, il n'y a pas vraiment de traitement, hein. Donc, mesures diététiques, tant que le taux de galactose 1-phosphate est maîtrisé, éviter le lactose tant que possible.
Donc ça, c'était pour la pathologie la plus, on va dire, la plus sévère, hein. La forme sévère, ce qu'on appelle la galactosémie classique. On va passer au troisième déficit maintenant. C'est le déficit en uridine diphosphate, galactose, 4' épimérase. La génétique, transmission autosomique récessive, donc elles sont toutes récessives. Physiopathologie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, accumulation de quoi? Accumulation après ingestion de lait, donc apport de galactose, d'UDP galactose, et de galactose 1-phosphate. Il va y avoir tout ce qui vient avant, il va s'accumuler. UDP galactose qui ne peut plus donner de l'UDP glucose, de galactose 1-phosphate et de galactose. Donc la clinique, il y a deux formes aussi, donc conditionné par le type de déficit, s'il est partiel ou bien s'il est complet. Donc le déficit enzymatique incomplet, elle est asymptomatique. Elle ne donne pas de symptômes. On a la forme sévère en cas de déficit enzymatique complet ou bien sévère. Qu'est-ce qu'on a ici? Vomissement, ictère, hépatomégalie, une atteinte du foie. Il peut se développer aussi un retard de développement psychomoteur. Quand je dis retard de développement psychomoteur, c'est toujours dû à cause du foie, hein, parce que le foie synthétise beaucoup de protéines spécifiques. Et bien sûr, dû à l'accumulation de galactose libre et de galactitol, il peut se développer une cataracte. Pour le diagnostic, un dépistage néonatal, on cherche une hypergalactosémie. On confirme le diagnostic comment? Dosage de l'activité enzymatique spécifique, soit dans le foie, soit dans les globules rouges ou tout autre tissu, parce que quand on dit ADN, c'est le même ADN dans toutes les cellules de l'organisme, hein. Donc, si l'ADN au niveau des yeux est déficient, l'ADN au niveau du foie est tout aussi déficient. Ou bien on fait un diagnostic moléculaire. Le traitement, pour la forme bénigne, une surveillance. Donc, quand on dit surveillance, on surveille le taux de galactose, on surveille le sanguin, on surveille le taux de galactose urinaire, par exemple. On surveille le développement d'une cataracte. Et les formes sévères, on évite le galactose. Et donc, le lactose. Donc, ça, c'était les trois déficits. D'accord? Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Donc, l'essentiel, comme je vous l'ai dit, c'est il y a deux notions. Il y a la notion de déficit partiel et complet. Donc, le déficit partiel, vous avez vu, le déficit partiel, ça va s'exprimer de façon quasi asymptomatique. On a le premier déficit. Pourquoi ça ne donne pas en galactokinase? Pourquoi ça ne donne pas une insuffisance hépatique? Parce qu'il n'y a pas d'accumulation de galactose 1-phosphate. En revanche, le galactitol peut provoquer une cataracte. Le deuxième déficit en uridine transférase. Et là, c'est la forme grave. Le déficit complet est une maladie très, très grave. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir accumulation de galactose 1-phosphate. Pourquoi elle est grave? Parce que ça va donner une insuffisance hépatique. Et puis, on a on a le troisième déficit. Il va y avoir accumulation aussi de galactose 1-phosphate, du DP galactose, de galactose et de galactitol. Pourquoi c'est grave aussi? Lorsqu'on a un déficit complet et donc accumulation trop importante de galactose 1-phosphate. Et donc l'organe touché, ça a été insinué d'ailleurs sur cette planche. C'est un processus qui se produit uniquement dans le foie. Donc le seul organe touché, c'est bien sûr le foie, l'organe vital, hein. Est-ce que vous avez des questions? Pour les diagnostics, je vous ai dit pour les déficits enzymatiques, c'est toujours la même chose. On fait un dépistage rapide. Le dépistage, généralement, ça se fait rapidement, de manière non invasive, parce que c'est juste un dépistage. S'il y a un signal, par exemple une hypergalactosémie, on peut passer au vrai diagnostic. Le vrai diagnostic, comment on fait pour le déficit enzymatique? On prend du tissu et on cherche s'il y a un déficit de l'enzyme. Comment on fait? On lui donne son substrat. On lui donne son substrat. Par exemple, on veut chercher si la galactokinase, elle est active ou pas. On lui donne son substrat et on va aller doser son produit.
C'est comme ça qu'on dose l'activité, on mesure l'activité enzymatique spécifique d'une enzyme. Donc, ça peut être soit normal, soit un déficit partiel, soit un déficit complet. Sinon, on peut passer à l'étape supérieure, donc l'étape ultime. Donc, on va aller chercher à la source, c'est-à-dire on va faire un diagnostic moléculaire, voir si la séquence de l'ADN qui code pour l'enzyme, elle est normale ou bien elle est tronquée. Le traitement pour les galactosémies, c'est essentiellement un traitement évictif. On évite le lactose et le galactose. Donc, est-ce que vous avez une question? Le dernier déficit, on ne l'a pas détaillé parce que ça regroupe ce qu'on a vu, hein. Je ne l'ai pas détaillé dans le support parce que on va dire, c'est simple. Il n'y a rien de spécial concernant le dernier déficit. Le dernier déficit, on a dit accumulation d'UDP galactose. C'est pas grave. Le grave, c'est ça. Le plus grave, c'est ça. De galactose 1-phosphate. Donc, accumulation de galactose 1-phosphate, ça peut donner une insuffisance hépatique, surtout si le déficit il est complet. Donc, un déficit complet en UDP exose 4' épimérase, on l'a dit, ça peut donner une insuffisance hépatique. Il n'y a pas de. On a revu les mêmes signes cliniques, voire même voir la même physiopathe. Donc, le plus dangereux, c'est ça. Accumulation de galactose 1-phosphate. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas sortir du foie. Pour qu'il puisse être sortir du foie, il faut qu'une réaction lui enlève le phosphate et galactose pour qu'il puisse s'échapper du foie. Lorsqu'il va s'accumuler, et quand on dit s'accumuler, c'est une accumulation qui va détruire la cellule hépatique, hein. Vraiment s'accumuler. Et donc, la cellule hépatique ne peut plus fonctionner, insuffisance hépatique. Donc ça, c'était pour. Il n'y a pas de question. Parce que c'est simple, hein, si on résume, si on résume, vous pouvez faire un effort aujourd'hui de résumer le cours en, je sais pas, en une page, même pas. Pour les trois déficits, hein. Maintenant, on va parler d'un cas, pardon, on va parler d'un cas qui est beaucoup plus courant et à ne pas confondre avec les galactosémies. Donc, à ne pas confondre avec le galactosémie. Donc, lorsque quelqu'un se plaint à des douleurs gastriques, des douleurs hépatiques, surtout des douleurs gastriques, hein, lorsqu'il prend du lait, il ne faut pas penser en tant que clinicien, donc quand on veut avoir un vrai raisonnement, il ne faut pas penser aux galactosémies, hein, parce qu'on pense aux pathologies les plus fréquentes. Tout ce qu'on a vu, les déficits enzymatiques, ce sont des pathologies rares, voire même très très rares. Par contre, l'intolérance au lactose, qui est une autre pathologie, plus bénigne, on va dire, mais qui est beaucoup plus répandue. Donc, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a un proche ou bien un patient qui se plaint de douleur après avoir pris du lait, la première chose à laquelle on pense, c'est l'intolérance au lactose, qui est autre chose, hein. Donc, cette pathologie très répandue est due à un défaut de digestion ou d'absorption. Donc, en fait, c'est avant l'absorption. C'est au niveau de l'intestin. Donc, c'est dû à un dysfonctionnement de la muqueuse intestinale, ce qu'on appelle un syndrome de malabsorption. Ou bien, un peu plus rare, c'est une déficience en enzyme des cellules de la muqueuse de l'intestin grêle. Donc, l'intolérance au lactose, c'est soit un défaut de digestion. Le défaut de digestion, ça peut être dû à un déficit enzymatique en lactase et bêta-galactosidase, qui est plus rare, mais le plus souvent, c'est dû à une autre pathologie. Une pathologie qui va provoquer une atteinte de la muqueuse intestinale. Ça veut dire que la muqueuse intestinale ne va plus être apte à digérer et à absorber le lactose. Parce que lorsqu'il y a une atteinte de la muqueuse intestinale, ça veut dire la lactase, le bêta-galactosidase, toutes les enzymes de la digestion, elles vont être déficientes. On va dire secondairement à l'atteinte de la muqueuse intestinale. Donc, ça c'est juste pour vous dire que
les problèmes au lactose, l'intolérance, ce qu'on appelle l'intolérance au lactose, elle est plus fréquente et le plus souvent, ce n'est pas un déficit enzymatique, hein. C'est un dysfonctionnement dans la muqueuse intestinale. Donc, je vous ai dit, ça peut être dû à une pathologie de type systémique, auto-immune. Le plus souvent, c'est dû à comment dire, une infection bactérienne aussi. Les infections bactériennes de la muqueuse intestinale provoquent le dysfonctionnement de la digestion et de l'absorption. Donc, ça provoque ce qu'on appelle une intolérance au lactose. Donc, ça, je l'ai rajouté, ça ne fait pas partie des déficits enzymatiques. C'est juste pour vous dire que les problèmes qui concernent le lactose, les gens qui ne supportent pas le lactose, c'est souvent une intolérance au lactose et pas un déficit des enzymes. Donc, le cours est fini pour l'instant. Pour le fructose, on verra ça la semaine prochaine, enfin demain. On a assez de temps, vous pouvez toujours poser des questions. Pas de questions? Donc, ce qu'il faut retenir en priorité, quand je vous donne comment. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, il faut retenir les voies métaboliques que je vous propose, il faut les retenir, hein. Par exemple, ça, il faut le retenir et le comprendre, bien sûr. Maintenant, pour les déficits, vous pouvez tous les localiser, Naya. Donc, par exemple, le déficit en galactokinase, le galactose, on a dit cataracte. Le galactose 1-phosphate, on a dit insuffisance hépatique. Et bien sûr, ici, il va y avoir l'accumulation de tout, UDP, galactose, galactose 1-phosphate et galactose. Donc, ça provoque les deux pathologies, cataracte et insuffisance hépatique. En fait, le cours peut se résumer qu'à ça. Alors, si vous n'avez pas de questions, on arrête le cours. Ok. Donc, à demain, Inch'Allah. Ok. Donc, à demain. Bonne journée.